Coucou les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de la classe du professeur Doudou consacré aujourd'hui à la gestion de camp. Alors moi je vais vous expliquer comment j'utilise actuellement mon camp, comment je l'ai utilisé un petit peu avant quand j'étais une phase différente du jeu. Étant précisé, il faut faire attention, c'est que moi je suis free-to-play et que bien évidemment mon camp est orienté dans ce sens-là et que bien évidemment si vous mettez de l'argent dans le jeu, du coup vous pourrez, vous avez tout intérêt à faire des choix différents des miens. Moi je vais vous expliquer quel choix j'ai fait et pourquoi, et puis après libre à vous bien évidemment d'en faire ce que vous souhaitez. D'abord au niveau de mes camps. Déjà, je pense que quand on est free-to-play, une des choses qui est particulièrement importante, alors que en qualité de pay-to-win, à mon avis, c'est pas du tout utile, ce sont les camps 20. Comme vous pouvez le voir, moi actuellement j'ai deux camps 20, en fait j'ai deux camps 20 qui tournent non-stop, donc ce qui fait que j'ai un héros qui sort de mes camps 20 tous les jours. Moi j'ai deux camps 20 qui tournent non-stop depuis août 2019, puisque j'avais rené pour faire ces camps 20, pour essayer bien évidemment d'avoir des 5 étoiles, puisque la difficulté quand on est free-to-play, c'est on fait moins de tirages par définition, donc c'est bien évidemment d'avoir des 5 étoiles, et mine de rien, en camp 20, on est censé avoir, alors après c'est toujours pareil, ça reste une moyenne, donc ça veut dire que vous pouvez être plus chanceux, ça veut dire aussi que vous pouvez être moins chanceux, on est censé avoir un 5 étoiles, 5% de chance de 5 étoiles sur les camps 20, c'est-à-dire normalement, si vous faites comme moi et que vous avez deux camps 20, donc que vous avez un tirage tous les jours, vous êtes censé avoir un 5 étoiles et demi tous les mois. Bon, a priori, moi je suis pas dans ce ratio-là, mais je suis en train d'objectiver tout ça, mais après, le problème c'est que c'est toujours pareil, c'est que c'est cyclique, c'est-à-dire que parfois, vous pouvez avoir 2-5 étoiles coup sur coup et rien après pendant 2 mois. Mais normalement, vous êtes censé pouvoir avoir un 5 étoiles et demi, on va dire 3 5 étoiles tous les 2 mois, ce qui mine de rien est quand même très intéressant. Bien évidemment, la difficulté, et c'est pour ça que c'est absolument inutile lorsque vous mettez de l'argent dans le jeu, c'est que ce n'est en camp 20, comme vous le savez, que des héros saison 1, et des héros saison 1 sans costume. Donc des héros évidemment qui, il faut bien le dire, commencent à être un petit peu dépassés, niveau stats, niveau sets, etc. Mais bon, ça reste des 5 étoiles, et lorsqu'on est free-to-play, on en a besoin. Moi, c'est comme ça que j'ai eu la très très grosse majorité de mes 5 étoiles. Après, la difficulté, mais ça c'est la même chose quand vous faites des tirages, c'est que bien évidemment vous avez beaucoup de doublons. Donc moi, vous voyez, ça fait du coup plus de 2 ans de camp 20, donc ça va faire plus de 365 x 2, donc plus de 700 tirages que j'ai eu, et malgré tout, il me manque encore un certain nombre de 5 étoiles saison 1, il me manque Marjana, il me manque Magni, il me manque Thorn, qui c'est qui me manque d'autres, il me manque, bon lui je le regrette pas vraiment, on va pas se mentir, il me manque Orgal, voilà, donc il me manque encore certains 5 étoiles saison 1 et d'autres que j'ai eu bien évidemment en double ou en triple ou peut-être en quadruple, enfin voilà. Donc ça c'est la difficulté, mais néanmoins, en free-to-play, honnêtement, je pense que 2 camps 20, c'est utile. C'est d'autant plus utile qu'au final, vous pouvez avoir au total 4 camps. Or, en free-to-play, c'est toujours pareil, vous avez moins de héros puisque vous faites moins de tirages, donc du coup, vous avez moins besoin, entre guillemets, de produire des héros à faire manger. Donc vous avez tout intérêt du coup à avoir 2 camps qui vont vous servir à produire des héros à faire manger, et 2 camps 20, voire peut-être 3, moi j'hésite à passer sur 3 camps, parce qu'actuellement je suis en rate de 2 héros en fait, donc du coup je vais bientôt tomber à sec, donc je vais peut-être passer à un 3ème camp 20, pour essayer d'augmenter mes chances, notamment d'avoir des héros dont j'ai besoin, comme par exemple Marjana tout bêtement, que je n'arrive pas à avoir, ou un Magni. Donc voilà, donc 2 camps 20, clairement en free-to-play indispensable, en pay-to-win honnêtement je vois pas l'intérêt. Le camp 20 sert à une chose, certes, c'est également à stocker du jambon, puisque, vous voyez, pour pouvoir faire... alors, hop... Il vous faut donc, bon, certes sans recrue, mais à peu près 304 jambons, donc ça vous permet de stocker votre jambon et de le récupérer au fur et à mesure quand vous en avez besoin. Et vous avez un autre camp qui fait ça tout aussi bien, c'est le camp 13. Le camp 13 qui lui va vous fabriquer soit des 3, soit des 4 étoiles. Bon, vous vous en fichez de ce que vous en ressortirez, mais ça vous permet également de stocker le jambon. Donc si vous voulez faire une banque à jambon, honnêtement, faire le camp 20, c'est pas forcément utile. Si vous ne voulez vous en servir que pour ça, autant éventuellement utiliser le camp 13. Sinon, moi, comme autre camp, alors actuellement, j'ai toujours un camp 11, qui grosso modo me sert lui de stockage à recrues, et ça me fait également, alors de mémoire je sais plus si c'est toutes les...
Je sais plus si c'est toutes les 30 minutes ou toutes les heures, il me semble que c'est toutes les heures, le camp 11, donc du coup ça me fait 24 recrues. Bon, comme vous voyez, je suis en train de stocker actuellement, puisque justement je n'ai pas grand chose à monter, donc je stocke, actuellement je suis en mode stockage. Et mon quatrième camp, alors là, ce quatrième camp, je l'ai utilisé différemment en fonction de là où j'en étais, on va dire, au niveau du jeu. Lorsque j'étais dans une phase, en fait, de là où je faisais, là où j'avais des héros à monter, donc du coup je faisais progresser mon deck, j'utilisais mon dernier camp de la façon suivante. En journée, c'est-à-dire lorsque je pouvais me connecter, j'utilisais le camp d'entraînement, que je vous dise pas de bêtises, comme ça que ça fait longtemps, ouais, c'est ça. J'utilisais le camp d'entraînement 1 qui me produit des héros 1 étoile. Celui-là, j'utilisais en journée et lorsqu'il y avait deux conditions réunies, en journée, parce que mine de rien, il produit des héros toutes les 10 minutes. Donc du coup, il faut quand même en mettre beaucoup en stock pour pouvoir ne pas avoir à vous connecter et pour pas qu'il tombe en rade, tout simplement. Donc je le faisais en journée et quand j'étais quand je faisais des 3 étoiles, parce que des héros 1 étoile pour les 3 étoiles, ça convient bien, soit lorsque j'étais en début de chevron, pour les premiers et deuxièmes chevrons, ça allait, mais lorsque j'étais en début de chevrons pour les 4 et 5 étoiles, notamment les chevrons 3 et 4, là je les faisais en 1 étoile. Par contre, dès lors que vous passez sur les fins de chevrons, où ça commence à coûter beaucoup plus cher en jambon, là ce que je faisais, et la nuit également, c'est que je switchais en camp 2, donc qui permet de produire à la fois des héros 1 étoile et des héros 2 étoiles, donc de manière aléatoire. Et donc du coup, ça permet à la fois de passer la nuit, parce que du coup là c'est un héros toutes les 30 minutes, si je dis pas de bêtises, donc vous pouvez très facilement du coup vous mettre 8 heures de camp 2 ou 9 heures de camp 2 pour faire votre nuit tranquille et récupérer vos héros matin, et le matin switcher en camp 1 si vous le souhaitez. Soit, et du coup après je repassais en camp 1, soit je restais en camp 2 lorsque j'étais en fin de chevron, parce qu'encore une fois, donner des héros 1 étoile en fin de chevron d'un héros 5 étoiles, c'est extrêmement coûteux, donc du coup vous avez tout intérêt à passer en camp 2 pour avoir des héros atypiques à donner. Après se pose la question, je sais qu'il y a beaucoup, moi j'ai jamais fait, vous pouvez également utiliser le camp 19. Alors le camp 19, ce qui est pratique, c'est que ça vous demande des vêtements en lambeaux, mais ça vous allez vite en accumuler, mais ça vous permet d'avoir beaucoup de héros très rapidement. Par contre c'est coûteux. Mais par contre si vous voulez monter en speedrun et si vous n'avez pas de héros en stock, comme par exemple moi j'en ai là, du coup ça vous permet de monter rapidement des héros. Après se pose la question vous voyez c'est quand, moi j'ai même jamais fait, ah si j'ai fait les recherches quand même, pas toutes. C'est en fait les héros feu. Vous pouvez en fait dans certains, je sais plus lesquels, vous voyez la feu, glace, nature, sombre, sacré, j'ai fait les premiers, après j'ai arrêté. Vous pouvez en fait produire que des héros 1 ou 2 étoiles d'un élément. Donc l'intérêt c'est bien évidemment que si vous donnez uniquement à un héros des héros de la même couleur, vous avez, il me semble si je dis pas de bêtises, 20% d'expérience en plus. Donc ça vous permet à la fois d'économiser du jambon et d'aller un peu plus vite. Sauf que ces camps-là, en fait, ils sont extrêmement coûteux. Puisque là où, par exemple, un camp 1 ou un camp 2 va vous demander soit une épée, soit un sac à dos, ces camps de couleur, en fait, vont vous demander les deux, un sac à dos et une épée. Donc déjà, ça va être coûteux au niveau de ces ressources-là. C'est aussi beaucoup plus coûteux en jambon. Alors attendez, que je vous dise pas de bêtises, mais il me semble que... Alors ça, c'est autre chose, mais j'avais regardé récemment, et voilà. Vous voyez, ça va vous demander 8500 de jambon pour produire un seul héros, là où un camp 2 va vous demander 2000. Donc ça vous demande quand même plus de 4 fois plus de jambon pour produire un seul héros. Ça va vous demander plus de ressources, donc soit des sacs à dos, soit des épées, et là il va vous falloir les deux. Mais également, ça prend beaucoup plus de temps, puisque l'entraînement c'est 1 heure, là où un camp 2, qui vous permet aussi d'obtenir un héros 1 ou 2 étoiles, va vous demander 30 minutes. Donc moi, honnêtement, je trouve que ces camps-là, en fait, ne sont tout simplement pas rentable, puisqu'il va vous falloir 2 fois plus de temps et 4 fois plus de jambon pour produire certes des héros qui vont vous apporter 20% d'expérience en plus, mais au final, cette expérience-là, d'une part vous allez perdre du temps, donc du coup les 20% en fait, vu que vous allez faire 2 fois plus de temps, c'est pas rentable, et le jambon, à mon avis, alors peut-être sauf éventuellement en toute fin de chevron de 5 étoiles, de dernier chevron de 5 étoiles, mais sinon, honnêtement, et là, moi sur ce que je fais sur les chevrons fin de troisième et de quatrième chevron de 5 étoiles, j'utilise tout simplement des héros entraîneurs, ceux qu'on peut avoir avec les quêtes tout simplement d'emblèmes, mais honnêtement je trouve que ces camps de couleurs là sont absolument pas rentables, je trouve que c'est mieux, en plus si vous avez de la place dans vos decks, vous pouvez répartir les couleurs en fonction de vos héros,
Et à supposer que vous n'ayez plus de place, comme par exemple c'est mon cas, moi je donne tout au même. Certes, c'est moins optimisé, mais quoi qu'il en soit, faire tourner ces camps de couleurs, à mon avis, c'est trop coûteux en fait pour ce que ça rapporte. Donc voilà, après évidemment, là comme vous voyez, donc ça c'était ma phase quand j'étais en phase d'expansion, actuellement je suis en phase d'attente, on va dire, qui est d'attendre d'avoir des héros qui me paraissent utiles à monter dans mon deck. Donc du coup, je stocke, je vais stocker, là vous voyez, alors, et quand j'ai un héros sympa à monter, par exemple j'ai eu Sergei récemment, bon bah du coup évidemment je déstocke d'un coup pour pouvoir monter mon héros rapidement et l'avoir immédiatement utilisable. Donc là vous voyez, je ne touche plus à mon camp 11 du tout. Lui, il stocke jusqu'à de manière quasiment illimitée, hein, puisque j'ai 1416 jours, donc autant vous dire que j'arrêterai le jeu avant que d'arriver au bout de ça. Et mon camp 2, actuellement, je stocke également, et je stockerai jusqu'à ce que j'arrive à bout de sac à dos, où là j'arrêterai, et du coup j'aurai un stock, et après je transformerai éventuellement, une fois que j'aurai vidé mon stock, en camp 20, si jamais j'en ai encore besoin à ce moment-là. Jusqu'à ce que j'arrive en bout de sac à dos, parce que mine de rien ça consomme ces petites choses-là, et j'en ai encore un petit peu de stock parce qu'on sort d'Atlantide tout simplement, mais voilà. Donc moi j'utilise ça comme ça. Après il est évident que vous pouvez avoir tout à fait des méthodes différentes, vous pouvez faire tourner par exemple 2 camps 11. Moi les camps 11, j'avoue que, par exemple, actuellement, à ma phase actuelle, ça serait, je pense, peut-être l'idéal, c'est d'avoir soit 3 camps 20, 1 camp 11, soit 2 camps 11, et 2 camps 20, puisque je ne monte rien, quasiment. Ça serait l'idéal. Bon, après j'ai lancé un camp 2 et puis maintenant du coup il faut que je le vide en fait avant de pouvoir le relancer, donc pour l'instant je le maintiens. Je verrai ce que j'en ferai après. Mais évidemment il faut adapter en fait en fonction de là où vous êtes, c'est-à-dire que si vous êtes dans une phase d'expansion, peut-être que à ce moment-là un camp 11 ça me paraît toujours utile pour pouvoir stocker des recrues notamment. Mais par exemple vous pouvez très bien avoir, alors encore une fois je ne suis pas pay to win, mais j'imagine assez bien par exemple quelqu'un qui a un camp 13 pour stocker du jambon, un camp 11 pour stocker des recrues, et qui après, par exemple, va utiliser ces 2 autres camps, soit avec un autre camp 11 et éventuellement un camp 2, soit un camp 19 s'il veut aller très très vite, enfin bref. Vous pouvez, encore une fois, il faut adapter tout simplement vos camps à votre façon de jouer, c'est-à-dire pas rester, on a tendance à rester en fait, comme je l'ai fait là d'ailleurs, hein, à rester sur notre ancienne façon de faire, sans s'apercevoir qu'en fait nos besoins évoluent avec le jeu, c'est-à-dire qu'on va passer par certaines phases. On va passer par une phase d'expansion de deck, moi je suis dans une phase d'attente. Pour le coup, moi je suis dans une phase plutôt de monter mes troupes, de monter mes emblèmes, etc. Donc il y a différentes phases de jeu, il faut pas hésiter à modifier sa façon de jouer en fonction de tout ça. Donc ça c'est pour les camps. Après se pose toujours l'éternelle question, maintenant qu'on a les bâtiments avancés à partir, alors je sais plus si c'est le bastion 24 ou 23, enfin 25 on a la totalité, c'est de savoir où placer ces fameux bâtiments avancés. Puisque on n'a pas une place extensible, et donc on est obligé de remplacer des bâtiments existants par des bâtiments avancés. Bon, la première chose qu'il faut savoir, à mon sens, c'est que déjà, des forges de base, on peut en avoir 3. Honnêtement, c'est parfaitement inutile, vous n'avez besoin que d'une forge. Alors par contre, moi j'avoue que j'aime bien avoir une forge accessible pour, par exemple, si j'ai besoin de mana parce que j'en ai besoin pour le titan et j'ai plus de potions, je peux les fabriquer immédiatement. Voilà, donc une forge accessible tout le temps, ça me paraît utile. Par contre, les 2 autres, clairement, il faut les transformer en bâtiments avancés. C'est-à-dire soit en labo, en académie ou en pavillon de chasse. Sauf que le problème, c'est que vous avez 3 bâtiments avancés et 2 forges accessibles. Donc se pose la question de savoir où placer le 3e bâtiment avancé. Mais là encore, je pense que ça va dépendre en fait de votre façon de jouer. Moi, vous voyez, le pavillon de chasse, alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que on peut retransformer à volonté. Hein, c'est-à-dire que par exemple, si je l'ai mis sur une mine, je peux tout simplement récupérer ma mine. Par contre, ça demande quelque chose, ça demande d'avoir un maçon. Et quand on en a 2 déjà, c'est un peu plus facile parce qu'on peut facilement en avoir, enfin, on en a par définition 2 fois plus, donc on peut avoir un maçon accessible. Quand on en a qu'un et qu'il y a des bâtiments qui peuvent parfois prendre plus de 10 jours par exemple pour se lancer, on est obligé de patienter. Donc on peut pas produire à la demande, on peut pas transformer, on va dire, quand on veut, son bâtiment avancé sur son ancien, en son ancien bâtiment et vice versa. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en fait sur une mine. Pourquoi est-ce que je l'ai mis sur une mine? Mais ça encore une fois, ça ne vaut à mon sens que si vous n'avez qu'un seul maçon, parce qu'en fait tout simplement je déborde de fer. Je déborde de fer pour... Alors, à un moment, j'ai beaucoup stocké, mais je vais vous expliquer ça après, dans mon académie, puisqu'on peut stocker le fer dans l'académie. Sauf que là, bientôt, je vais la monter, et donc du coup, il faut que je vide mon académie pour pouvoir la monter. Donc je ne stocke plus de fer, du coup, dans mon académie, donc je fabrique des objets à la place, mais honnêtement, je dégueule d'objets. Vous voyez, les flèches, j'en ai 358, les bannières, j'en ai plus de 200, les haches, j'en ai plus de 400, les attaques à la bombe, j'en ai 300, vous voyez, les attaques de dragon, etc. Donc j'ai beaucoup de fer en fait à caser.
je suis quasiment tout le temps à fond, donc je fais les objets au fur et à mesure. Mais du coup, moi, 4 mines, clairement, honnêtement, quand vous avez qu'un seul maçon, clairement, 4 mines, c'est totalement inutile. Par contre, ça m'est arrivé à une période d'avoir 2 maçons, notamment par exemple quand j'ai remboursé ma dette, donc du coup j'avais pris le pass, je sais plus comment on appelle, le VIP, pour avoir notamment 2 maçons, et là c'est vrai que ben, vous êtes beaucoup plus en tension de fer. Donc comme vous avez que 4 mines, bah, si vous en remplacez une, par définition, ça vous fait, mine de rien, eh ben, un quart de fer en moins. Donc ça c'est énorme en fait de votre production, donc ça c'est clairement pas à faire. Après vous avez la possibilité, mais là encore une fois à voir, de mettre ça soit sur une ferme, parce que mine de rien, vous avez beaucoup plus de fermes. Donc ça veut dire que si vous remplacez une ferme, vous en avez 4, vous en avez 8, vous en avez 9. Ouais, 9 fermes je crois. Bon. Du coup ça veut dire que si vous remplacez une ferme, vous perdez 1/9 de votre production, alors que si vous remplacez une mine, vous perdez un quart de votre production. Donc en termes de ratio, c'est plus intéressant. Après, où c'est que vous pouvez éventuellement peut-être le mettre, je sais pas si c'est possible sur les camps, tiens, j'ai même réfléchi à ça. Peut-être sur les camps. Ouais, peut-être. Bon, après vos stockages, par définition, vous en avez besoin, je suis même pas sûr que ce soit possible de les transférer. Tout ça. Ah si, on peut peut-être les convertir. Enfin bref, de toute façon, les stockages, vous en avez besoin, vous ne pouvez pas les convertir. La caserne, la difficulté, c'est que là, pour le coup, vous pouvez éventuellement convertir votre caserne en autre chose, par exemple, je sais pas, en pavillon de chasse. La difficulté que vous allez avoir, c'est qu'avec le POV, de temps en temps, ben, il faut en fait monter des troupes. Et ça, vous savez jamais quand ça va tomber, et vous avez besoin de votre caserne accessible. Donc ça aussi, c'est la difficulté. Donc voilà, moi ce que je ferais, enfin, spontanément comme ça, mais après c'est difficile à dire en théorie, en qualité de free-to-play, clairement, vous pouvez mettre ça sur une mine, il n'y a pas de difficulté. Une qualité de pay to win, ce que vous pouvez faire. Après, les objets du pavillon de chasse, pour le coup, on les fabrique pas tous les jours. Hein. Enfin, c'est des gros objets qui coûtent très très cher. Donc il faut fabriquer au compte-gouttes, vous fabriquez des harpons, vous fabriquez éventuellement des parchemins d'altération pour les titans mythiques. Mais vous voyez, moi j'utilise assez peu en fait. Ce que je fais, c'est que grosso modo, je passe un titan mythique et après je refais mes stocks, je m'arrête, je go au titan mythique suivant et après je recommence. Donc vous pouvez tout simplement mettre par exemple sur une ferme ponctuellement le temps de fabriquer vos objets. C'est-à-dire vous vous dites, bon ben là je me consacre uniquement à fabriquer les objets, après hop je switch et je remets ma ferme pour pouvoir avoir du jambon, parce que le jambon c'est aussi la ressource je pense dont on manque le plus une fois qu'on est suffisamment avancé dans le jeu, c'est vraiment une ressource dont on manque énormément. Mais d'ailleurs, vous voyez, moi, mes fermes sont pas très avancées. Pourquoi est-ce que je n'ai pas avancé énormément mes fermes? Parce que je n'ai qu'un seul maçon, donc il faut que je priorise, en fait, je décide ce qu'il faut que je fasse, et quand on regarde un petit peu améliorer une ferme, vous voyez, ça va prendre 4 jours et demi, pour au final... Attendez, je crois que celle-ci, elle est plus simple à calculer. Ouais, voilà. 4 jours et demi, ou 4 jours là à peu près, pour au final augmenter de 317 ma production par heure, sachant qu'actuellement j'en ai 6731 par heure déjà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais quand même très très peu augmenter ma production, je vais l'augmenter, si je dis pas de bêtises, de 5%. Et je vais perdre 4 jours pour ça, grosso modo. Donc j'ai pas trouvé ça hyper rentable, même si je suis en tension de jambon, pour le coup c'est vraiment la ressource qui me manque. Mais néanmoins, j'ai préféré moi axer et faire ce que j'appelle des quick wins, à savoir moi j'ai axé sur le labo et sur l'académie des héros maintenant. Je vais vous expliquer pourquoi. Moi, ce que j'ai fait en tout premier, sur les bâtiments avancés, avant de faire le pavillon de chasse, alors maintenant c'est un petit peu changé avec les titans mythiques. Moi à l'époque, il n'y avait pas encore, je crois quand j'ai fait ça, les titans mythiques, qui demandent mine de rien des parchemins d'altération. Moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé notamment par mettre le laboratoire d'alchimie, et par l'amener au niveau 5. Pourquoi au niveau 5? Parce qu'au niveau 5, vous pouvez faire 2 transmutations en même temps. Donc ça, pour le coup, ça vous permet de rentabiliser votre labo. Après, pour en faire 3 en même temps, bah, il faut être au niveau 10 du labo. Et monter au niveau du 5 à 10, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, parce que bien évidemment, bah, monter un bâtiment prend de plus en plus de temps au fur et à mesure que le bâtiment est de plus en plus avancé. Donc par exemple, le niveau 10 va prendre beaucoup plus de temps que le niveau 2. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que je suis partie, j'ai fait un quick win, je suis allée jusqu'au niveau 5 qui est relativement rapide, et qui m'a permis de faire 2 transmutations. Je me suis arrêtée là. Après, j'ai switché sur l'académie des héros que j'ai amené, comme vous pouvez le voir, au niveau 6. Pareil, pourquoi le niveau 6? Parce que le niveau 6, en fait, vous permet de faire 2 choses en même temps, et vous permet de faire, moi, les choses que je fais, à savoir, je fais uniquement des troupes. Je fabrique des troupes 2 et des troupes 3 étoiles. J'ai commencé par le labo parce que les emblèmes me paraissaient plus utiles immédiatement. Est-ce que j'aurais dû faire l'inverse, d'abord l'académie, ensuite, je sais pas. Les emblèmes ont été quand même fort utiles pour essayer de maximiser un petit peu
mes équipes, parce que, encore une fois, quand on est free-to-play, on a besoin d'emblèmes pour améliorer les statistiques, notamment, pas que quand on est free-to-play, hein, mais particulièrement, j'ai envie de dire, quand on est free-to-play, quand on utilise des saisons 1, il faut forcément qu'ils soient emblémés, parce qu'ils ont quand même des statistiques qui sont moins intéressantes que les nouveaux héros, donc il faut qu'ils tiennent un petit peu. Donc moi j'ai choisi le choix d'abord de faire le labo pour pouvoir faire des emblèmes, et ensuite l'académie pourra faire des troupes. Après les troupes ça prend énormément de temps. Donc est-ce que j'aurais dû faire l'inverse, je sais pas, moi c'est le choix que j'ai fait, mais grosso modo à chaque fois j'ai visé du quick win, c'est-à-dire je suis montée sur les bâtiments, enfin sur les niveaux pas trop avancés qui me permettent d'y arriver rapidement avant de switcher sur autre chose. Donc j'ai fait d'abord le laboratoire, ensuite j'ai fait l'académie, et après j'ai fait le pavillon de chasse que pour le coup j'ai amené au niveau 9, pour faire des parchemins d'altération pour le titan mythique. Ça c'est parce qu'en fait nous, pour le côté équipe, hein, et puis parce que aussi mine de rien, le titan mythique apporte énormément d'emblèmes, hein, notamment si vous arrivez sur les top 1 ou 5% qui sont quand même très accessibles. Donc du coup j'ai fait ça, et après je suis repartie sur mon laboratoire d'alchimie que j'ai amené au niveau 10, et je vais vous expliquer ensuite quel niveau je fais et pourquoi. Et là maintenant, ce que je fais, c'est que j'ai terminé, enfin je suis en train de monter mon camp pour pouvoir faire le niveau 10 de l'académie. Donc j'ai fini mes stockages de fer, j'ai enfin fini mes greniers, et là actuellement je monte mes maisons, puisqu'il faut aussi avoir 300 héros pour pouvoir faire le niveau 10. Pourquoi le niveau 10 ? Parce qu'en fait le niveau 10 il est intéressant pour... alors encore une fois c'est quelque chose que je trouve, c'est comme pour moi, c'est exactement comme pour les camps 20. Je trouve ça très intéressant pour les free-to-play, je trouve ça pas forcément intéressant pour les pay-to-win. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vous ai fait un petit tableau Excel, comme vous savez que j'adore ça. Enfin que j'adore ça. Ça fait un peu... bon, peu importe. Je vais me faire inviter le mercredi soir, je sens. Alors, pourquoi est-ce que je trouve ça intéressant, l'académie, pour les free-to-play et pas pour les pay-to-win ? L'académie des héros, qu'est-ce que vous pouvez... l'échange, en tout cas, de héros, donc vous donnez un héros 5 étoiles, vous avez un héros 5 étoiles en échange. Alors il me semble qu'on ne peut pas avoir le même, je crois. Néanmoins, vous pouvez avoir n'importe quel 5 étoiles. Les probabilités sont les suivantes. Vous avez 95% de chance d'avoir un héros saison 1, et 5% de chance d'avoir un héros hors saison 1. Sachant que les héros hors saison 1, c'est quoi actuellement ? Si je dis pas de bêtises, c'est les héros de la saison 2. Ce sont les héros des anciens events, pas les nouveaux qui sont intervenus récemment, et ce sont également les héros du mois, je crois, qui ont plus de 1 an, si je dis pas de bêtises. Donc j'ai compté, et actuellement, mais par définition ça augmente au fur et à mesure des mois, puisqu'au fur et à mesure des mois vous avez d'anciens héros du mois qui vont être accessibles. Vous avez en tout 65 héros hors saison 1 qui sont accessibles sur l'académie niveau 10. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, donc, c'est que un échange, ben, c'est quoi ? Ça représente 1 288 000 jambons, 300 recrues, et ça prend 1 semaine. Très bien. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, c'est par rapport aux statistiques qui sont données, je me suis dit quelles sont la durée et le coût moyen, en fait, pour avoir tel type ou tel type de héros. Ben, pour avoir un héros saison 1, en fait, donc on a 5% de chance d'avoir un héros hors saison 1. 5% de chance, ça veut dire qu'en moyenne, mais encore une fois, c'est une moyenne, ça veut dire que vous pouvez l'avoir plus vite, ça veut dire que vous pouvez l'avoir moins vite. Hein. Il vous faut 20 entraînements, et 20 entraînements, ça représente un peu plus de 25 millions de jambons, 6000 recrues, 140 jours, donc grosso modo 4 mois et demi. Donc quand vous lancez vos échanges, il faut vous dire qu'en moyenne, si vous n'êtes pas chanceux ou pas mal chanceux, ben il va vous falloir 4 mois et demi pour avoir un héros hors saison 1. Bon, sur le principe, c'est plutôt pas mal. Sauf que quand on est free-to-play, ben honnêtement, tous les héros hors saison 1 quasiment vous intéressent. Quand on est pay-to-win, par définition, ça va beaucoup moins vous intéresser, parce qu'il y a plein de vieux héros, avec des statistiques qui commencent à être dépassées. Vous allez aussi avoir plein de héros que vous avez déjà. Donc du coup, tous les héros, hors saison 1, vont pas forcément vous intéresser. Hein. Donc, admettons, vous pouvez vous dire, ah oui, bon, c'est vrai que moi, tous les héros m'intéressent pas, mais par exemple, ben, Ariel, je l'ai pas, et honnêtement, Ariel, j'adorerais l'avoir. Moi, je fais l'académie des héros pour avoir Ariel. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ces 5% de chance, vous avez donc déjà, il va vous falloir en moyenne 20 pour avoir un héros hors saison 1, mais vous avez, sur ce héros hors saison 1, en fait, vous avez 65 choix différents.
Étant précisé qu'encore une fois, ça augmente au fur et à mesure des mois qui passent, donc 65 c'est maintenant. Donc plus tard, ça sera encore davantage, donc ça sera encore pire au niveau statistique. Ça veut dire quoi concrètement? Que si vous voulez un héros hors saison 1 précis, admettons Ariel, en réalité, la probabilité que vous ayez pile poil Ariel sur un camp, une académie 10, en fait, elle tombe à 0,0769%, parce qu'en fait, c'est 5% de chance divisé par 65. Puisque, à chaque fois, encore une fois, vous tirez un hors-saison 1, mais sur ce hors-saison 1, vous avez une chance sur 5 de tomber sur le bon. Ça représente quoi, du coup? Ça veut dire que pour, en moyenne, avoir Ariel, alors après, vous pouvez avoir beaucoup de chance, mais vous pouvez aussi ne pas en avoir. Donc, en moyenne, il vous faut 1300 d'entraînement, plus de 1,5 milliard de jambon, 390 000 recrues. Et en moyenne, si vous voulez un hors-saison 1 précis, bah ça vous prend 25 ans. Selon les statistiques, ça peut vous prendre 25 ans. En moyenne, en tout cas, ça doit vous prendre 25 ans. Ça devrait vous prendre 25 ans. Évidemment, plus le champ des héros hors saison 1 qui vous intéresse est important, c'est-à-dire plus il y a de héros hors saison 1 qui vous intéressent, meilleur, enfin vous allez augmenter vos chances. Là, par exemple, j'ai pris un autre exemple, admettons, il y en a 5 qui m'intéressent, hein. Parce que par exemple, même Mokar m'intéresse pas, mais je veux Ariel, je veux Chevalier Noir, je veux, je ne sais, peut-être Gravemaker il doit y être, oui, enfin bref. Je veux 5 héros, sur ce panel-là, il y a 5 héros qui m'intéressent énormément, qui seraient vraiment une grosse plus-value sur mon deck. Bah ça, du coup, vous augmentez forcément vos chances, il va plus vous falloir 1300 d'entraînement, mais plus que 260, par définition 5 fois moins, en fait, tout simplement. Ce qui veut dire qu'il va vous falloir, en moyenne, alors je vous passe sur le coup en recrue en jambon, mais ça va vous prendre quand même 5 ans. Donc il faut comprendre en fait que quand vous faites cette académie niveau 10, vous pouvez espérer assez facilement d'avoir un héros hors saison 1, ça va vous prendre du temps, mine de rien, hein, 4 mois et demi c'est pas rien, mais par contre, vous risquez d'être déçu en fait sur le héros que vous allez avoir si jamais vous avez des exigences au niveau des héros hors saison 1. Si vous faites le camp pour avoir Mickey par exemple, l'académie plutôt pour avoir juste Mickey, et qu'il n'y a que ça qui vous intéresse, les chances que vous l'ayez sont infinitésimales, enfin je veux dire vous avez quasiment aucune chance de l'avoir. Donc ça c'est quelque chose, c'est pour ça que pour moi, je pense que c'est un énorme gâchis de ressources pour les pay to win, qui à mon avis sur l'académie devraient davantage se concentrer sur faire des troupes. Parce que l'académie grosso modo ça vous permet de faire quoi? De faire des troupes, ça, et notamment des troupes 3 étoiles que vous ne pouvez pas avoir ailleurs sauf en faisant des tirages troupes qui coûtent des gemmes, donc autant maximiser. Alors certes c'est long, mais mine de rien ça produit quand même pas si mal que ça. Et des troupes 2 étoiles aussi, parce que vous avez aussi besoin de monter des troupes secondaires, et donc pour ça c'est utile. Sinon on peut avoir des héros entraîneurs. Je trouve pas ça hyper utile de faire des héros entraîneurs pour la simple et bonne raison que, alors certes c'est bien quand vous êtes en fin de chevron, ça vous fait des économies de jambon, vous allez plus vite, etc., etc. Mais concrètement vous manquerez jamais de héros à donner à manger aux héros que vous souhaitez monter. Le héros entraîneur va simplement vous permettre d'aller plus vite. Donc certes ça va combler votre frustration, mais ça sera pas vraiment utile en tant que tel. Alors par exemple les troupes 3 étoiles, là ça va vous être vraiment très très utile. Et bien plus d'ailleurs, ça vous sera bien plus utile d'avoir des troupes montées que d'avoir un héros, grosso modo, que vous aurez en une semaine plus vite. Voilà, ça pour moi c'est moins utile. Et vous pouvez aussi fabriquer des héros pour encore une fois aller encore plus vite. Vous gagnez de la vitesse, mais sur le fond vous gagnez rien en fait. En réalité, juste vous allez plus vite. Alors que les troupes, là pour moi ça apporte un vrai gain, parce qu'encore une fois, les troupes, vous pouvez les farmer, mais vous n'en farmez pas non plus tant que ça, et les troupes 3 étoiles, vous pouvez même pas les farmer, donc vous ne pouvez que les payer. Donc les fabriquer dans l'académie, je trouve ça extrêmement utile. Donc, voilà pour les statistiques. Après, autre petite particularité maintenant, et qui est quand même très intéressante aussi, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des costumes de héros, d'accord? Quand les costumes existent. Pour l'instant, mais ça va bientôt changer, mais j'ai fait pour l'instant, il y a que les saisons 1 qui ont des costumes, d'accord? Donc du coup, je me suis dit, quelles sont les statistiques pour avoir un héros costumé? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour avoir un héros saison 1 costumé, en fait, grosso modo, ce qui se passe, c'est que vous avez le premier tirage qui va vous dire, du coup, si vous avez un héros saison 1 ou un héros hors saison 1, et si c'est un héros saison 1, vous allez avoir un deuxième tirage bonus qui va vous dire si vous avez ou pas le costume. En termes de statistiques, ça marche comment? Alors, je vais faire un très rapide cours sur les stats. Ça marche comment? Je prends l'exemple, alors je vais vous prendre un exemple beaucoup plus simple qui est grosso modo une pièce de monnaie, d'accord? Alors attendez, il faut que je trouve, voilà, écriture manuscrite. Admettons, j'ai une pièce de monnaie, d'accord? Et je veux obtenir 2 fois, là ce que je veux obtenir si je veux avoir un héros saison 1 costumé, c'est un héros saison 1, et 2, sur le deuxième tirage, son costume. Donc à chaque tirage, vous voulez quelque chose de précis.
Prenons l'exemple d'une pièce de monnaie. Vous la lancez et vous voulez avoir, admettons, 2 fois pile. D'accord? Au premier lancer, vous allez la lancer. Vous avez une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. Si vous la relancez, de nouveau, vous allez avoir une chance sur 2 d'avoir pile, une chance sur 2 d'avoir face. Et ça sur les 2 lancers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, vous, ce qui vous intéresse, c'est d'avoir 2 fois pile, donc c'est cette partie-là. Il n'y a qu'une seule, vous voyez, il n'y a qu'un seul chemin qui vous amène à ça. Un seul sur 4. Donc en fait, là, vous avez une chance sur 2, d'accord? Et à chaque fois, vous avez de nouveau une chance sur 2. Et au total, en fait, ça vous fait une chance sur 2 fois une chance sur 2. Vous avez en fait une chance sur 4 d'avoir 2 fois pile, 2 fois face. D'accord? Là, c'est exactement la même chose. Vous avez 95% de chance sur le premier tirage, et sur le deuxième tirage, vous avez 25% de chance. Vous avez 5% de chance, pardon. Donc ça veut dire, en fait, que quand vous allez, du coup, faire vos tirages, en réalité, vous avez 90,25% de chance d'avoir un héros saison 1 sans son costume, et 4,75% de chance, et non pas 5% comme on pourrait le croire quand on dit que vous avez 5% de chance d'avoir le costume, c'est parce qu'en fait ça intervient dans un deuxième tirage qui nécessite d'abord que vous rentriez dans les 95%. Donc vous allez avoir en fait 4,75% de chance d'avoir un héros saison 1 avec costume. Donc grosso modo, quand vous faites en fait un tirage, vous avez 5% de chance d'avoir un héros hors saison 1, 4,75% de chance d'avoir un héros saison 1 avec costume, et 90,25% de chance d'avoir un héros saison 1 sans son costume, ce qui grosso modo va pas intéresser grand monde, y compris même les free-to-play. Mais là où ce que je trouve assez intéressant, et notamment pour les free-to-play, c'est qu'au final, vous, quand on est free-to-play, il y a 2 choses qui vont nous intéresser, c'est d'avoir soit un héros hors saison 1, à la limite peu importe lequel, parce qu'on en a pas beaucoup, soit un héros saison 1 costumé, et là du coup vous pouvez cumuler 2 statistiques, et ça vous fait mine de rien 9,75% de chance d'avoir l'un ou l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en moyenne il va vous falloir à peu près 11 entraînements, et donc grosso modo vous pouvez avoir soit un héros saison 1 costumé, soit un héros hors saison 1, mais encore une fois ça peut être mocard, hein, c'est pas forcément Mickey que vous allez choper, ça en 2,5 mois. Ce que je trouve, alors c'est coûteux, hein, parce qu'il faut quand même 3300 recrues, 14 millions de jambons, enfin voilà, c'est pas anodin, mais ça reste, je trouve, quelque chose qui est très intéressant en free-to-play, parce que en free-to-play, honnêtement, en 2 mois et demi, avoir un héros hors saison 1 ou un héros costumé, c'est c'est quelque chose que vous n'aurez pas. Là où par contre, en pay-to-win, honnêtement, des héros hors saison 1 ou même et des héros costumés, vous en aurez bien plus que 1 en 2,5 mois. Enfin, moi, en tout cas, je vois au niveau des tirages en ma team, clairement, je pense qu'ils sont largement au-dessus de cette moyenne-là. Donc voilà, tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que, pour moi, en fait, l'académie niveau 10, c'est comme les camps 20, c'est très utile quand on est free-to-play. Je trouve ça beaucoup moins utile quand on est pay-to-win, c'est trop aléatoire, il y a trop peu de chances en fait que quand vous êtes pay-to-win de choper quelque chose qui sera très intéressant. Encore une fois, peut-être que vous aurez, et tant mieux pour vous, tant mieux pour vous. Si après vous visez que un costume, j'ai pas fait juste le costume, ah si je l'ai fait. Si vous visez uniquement un saison 1 costumé, là, vous l'aurez grosso modo en une moyenne de 5 mois. Pourquoi pas? Mais après, il va falloir vous poser la question sachant qu'en plus, évidemment, le héros costumé, ça va pas forcément être Cadillac costumé que vous allez choper. Ça peut être tout aussi bien Orgal costumé. Ou, par exemple, un héros Elena costumé que potentiellement vous n'utiliserez pas. Donc, encore une fois, il faut voir, en fait, les chances que vous avez par rapport à votre deck. Un free-to-play, il va être content de quasiment n'importe quel costume qu'il va choper. Moi, honnêtement, Orgal costumé, je pense que si je le chope, je le montrerai, parce que j'ai suffisamment d'engants pour ça. Sans son costume, je pense que je le montrerai pas, mais avec son costume, je pense que je le montrerai pour les ruer. Mais voilà, vous, si vous êtes pay to win, que vous avez beaucoup de héros en stock, et mieux que ce que vous pourrez choper, c'est pas très intéressant à faire. Mieux vaut, clairement, faire des troupes. Encore une fois, ça, je trouve ça vraiment très très utile. L'échange de troupes, j'y ai pas trop encore réfléchi, parce que, bon, il faut quand même avoir pas mal de troupes 4 étoiles. Peut-être que c'est intéressant, je ne sais pas. Moi, là, ce que je vais faire, c'est clairement, je vais essayer d'axer sur sur le niveau 10 de l'académie, pour essayer, effectivement, de choper des héros hors saison 1, puisque actuellement, j'en suis à un stade, on va dire, d'évolution de mon deck,
où concrètement, les héros hors saison 1, alors si certains héros saison 1 m'intéressent, comme Marjana, etc., mais ça j'ai mes camps 20 qui vont me les fournir, mais j'ai besoin maintenant soit de héros costumés, soit de héros hors saison 1 pour faire progresser mon deck, et pour qu'il y ait une véritable plus-value. Parce que bon, bah, il y a un moment, faire de Richard, honnêtement, m'apporte pas grand-chose. Alors ça va m'aider un peu peut-être sur mes deuxièmes teams, tout ça, voilà, ça peut m'aider effectivement sur les tours, mais c'est pas ça qui va vraiment faire évoluer mon deck. Donc voilà ce que je voulais vous dire au niveau de l'académie, encore une fois, les troupes, parce que c'est que là où vous pouvez le faire. En plus, ça vous permet de stocker votre fer, et ça, c'est le seul bâtiment, et c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est le seul bâtiment qui le permet, ça vous permet de stocker votre fer. Et ça, je trouve ça hyper pratique, notamment au moment d'Atlantide, parce qu'Atlantide, le problème, c'est quand vous farmez, vous chopez beaucoup de recrues, même si vous ne les cherchez pas, même si vous ne faites pas les niveaux à recrues, si vous farmez, vous allez avoir beaucoup de recrues. Et mine de rien, bah, mettre ces recrues-là, soit vous décidez de les perdre, mais j'avoue que c'est pas trop mon tempérament de gâcher, on va dire, de la ressource, soit vous les mettez dans votre camp, sauf que si vous les mettez dans votre camp, même si vous les mettez en camp 11, mais ça consomme du jambon. Et du coup, comme vous farmez beaucoup, ça va mine de rien consommer beaucoup de jambon. Alors moi, quand j'avais la possibilité de le faire, là encore une fois, je suis en phase où je ne mets plus dans mon académie parce que je veux la monter bientôt, mais du coup, ça me permettait en fait de caser mes recrues avec mon fer que j'avais pour le coup en abondance. Et donc de ne pas toucher à mon jambon. Et ça me soulageait énormément au niveau de l'Atlantide. Donc ça c'était super pour l'Atlantide. Et ça le sera bientôt de nouveau, mais pour l'instant non. Mais voilà, le stockage de fer aussi est très utile, et du coup faire des troupes, ça vous permet aussi de stocker du fer. Et par exemple, lorsque vous avez un bâtiment qui se finit, si vous ne l'avez pas anticipé, ça vous permet de déstocker et de pouvoir lancer tout de suite un nouveau bâtiment, donc ça aussi c'est très utile. Maintenant, au niveau du laboratoire. Alors, le laboratoire, bon, j'ai déjà fait un épisode là-dessus, donc je vais pas revenir non plus forcément dessus. Là, ce que j'ai fait, en fait, c'est un comparatif entre les différents niveaux, et je vais vous dire, moi, lesquels je fais et pourquoi. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut savoir déjà... il faut avoir les ressources de base, c'est-à-dire qu'il va vous falloir des ingrédients, et il faut que vous les ayez, ces ingrédients. Ça sert à rien de faire des niveaux où il va vous falloir des ingrédients que vous n'avez pas. Donc, bon, déjà, ça c'est la première chose, bien évidemment, pour choisir. Mais sinon... Si vous voulez vous optimiser, soit vous voulez pas trop dépenser de jambon, soit ce qu'on veut tous c'est un maximum d'alkekla le plus vite possible, là du coup j'ai fait les calculs, et grosso modo ça vous permet de savoir quels sont les niveaux les plus intéressants pour les alkekla. Sans grande surprise bien évidemment, les niveaux les plus intéressants pour les plus vous montez en fait de niveau, plus intéressants pour les alkekla, et les deux plus intéressants sont bien évidemment les niveaux 10A et 10B, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il va vous falloir des gemmes. C'est-à-dire qu'il va vous falloir 100 gemmes ou 200 gemmes pour une seule transmutation pour une semaine. Mais par contre, au niveau alkekla, honnêtement, vous voyez, ça vous donne grosso modo 2 fois plus d'alkekla que les niveaux les plus intéressants. Donc c'est très intéressant. C'est un coût de jambon qui est aussi particulièrement bas. Ça va vous coûter pas très cher en jambon, donc ça aussi c'est bien parce que du coup le jambon encore une fois c'est pour moi la ressource qui manque le plus, parce que ça demande on en a besoin pour tout, pour les troupes, on en a besoin pour monter les héros, on en a besoin pour mettre des emblèmes, on en a besoin tout le temps de jambon. Mais par contre ça va avoir un sérieux coût, c'est-à-dire que si vous les faites tourner, admettons, les niveaux 10A et 10B, ça va vous faire les deux 300 gemmes par semaine, ce qui, en tout cas pour moi free to play, ça me paraît énorme. Après, quand vous êtes pay to win, ça peut être une dépense qui peut être très utile, parce que par contre vous allez énormément booster la production en fait d'emblèmes, et aussi avoir de temps en temps des objets 4 étoiles, étant précisé que ces deux niveaux-là ont la particularité suivante, c'est que vous allez pouvoir avoir des matériaux d'évolution 3 et 4 étoiles. Alors, quand j'ai mis farmable et pas farmable, c'est quoi? Les 3 étoiles farmables, c'est les petits guides rouges, c'est les bottes, c'est ces choses-là qu'on chope à foison, alors que les non farmables, c'est les boussoles, c'est les capes, c'est etc. Bon, honnêtement, quand vous êtes à un certain niveau de jeu, à un moment vous ramez pour en avoir, après honnêtement, les boussoles, les capes, les boucliers, les orbes, etc., c'est plus un problème, vous en manquez plus vraiment. Par contre, les niveaux 10A et 10B vous permettent aussi d'avoir des objets d'évolution 4 étoiles. Attention quand même, parce que le niveau 10B, pour avoir un objet d'évolution 4 étoiles, il va falloir en mettre un. Donc ça veut dire que ça sert juste à rééquilibrer, par exemple si vous avez beaucoup, je dis n'importe quoi, vous avez énormément de lames de Damas et pas du tout d'autres choses, ou par exemple beaucoup d'ongans, mais vous manquez cruellement de tabar, vous pouvez mettre un ongan en espérant avoir un tabar, mais vous pouvez tout aussi bien avoir une lame de Damas par exemple. Donc bon, ça aussi c'est à voir, c'est que mine de rien coûteux aussi en objet à mettre. Bon, bien évidemment, moi je fais pas ces niveaux-là, parce que je mets pas de gemmes là-dedans. Moi je fais quel niveau? Je fais en fait...
Alors, hop, je vais vous dire pourquoi, je me mets dessus. Je fais pas le niveau 9B parce qu'en termes de coût de jambon, c'est astronomique. Moi, ce que je fais, c'est que je fais le niveau 8B, le niveau 9A et le niveau 1A. Le niveau 1A, je le fais principalement, c'est pas très intéressant au niveau alkekla et tout ça, ni au niveau jambon. Par contre, c'est intéressant parce que moi, j'ai besoin en fait de fer brut, j'ai besoin d'os et j'ai besoin de lanières de cuir, donc c'est les objets en fait qui sont produits qui m'intéressent plus particulièrement. Les niveaux 8B et 9A, en revanche, je les fais surtout pour les alkekla. Et je l'ai fait pourquoi? Parce que, comme vous pouvez le voir, le 8B, c'est des objets de combat 3 étoiles qui vous permettent d'avoir un objet de combat 4 étoiles. Bon, clairement, moi, les objets de combat, ça m'intéresse pas particulièrement. En revanche, en objet de combat 3 étoiles, j'ai... Je vous montre ça. En objet de combat 3 étoiles, moi, je mets mes parchemins de résurrection. Parce que, en fait, j'en ai jamais utilisé dans le jeu. Donc j'en ai 307, il me semble qu'il en faut 5 pour faire une transmutation, et j'en ai jamais utilisé depuis que j'ai commencé le jeu. Donc clairement, c'est des objets que je n'utilise pas. Donc je les casse dans mon labo, et ça me permet, mine de rien, d'avoir pas mal d'alkekla par semaine. Le 9A, c'est quoi? C'est des objets de fabrication 4 étoiles, donc ça c'est quoi en fait? C'est... Tac... Ici... C'est en fait ces objets-là, ils sont où? C'est les pépites... Ah, voilà. C'est les pépites d'oricalque, les fragments de météorites et les autres dragons. Donc moi ce que je fais en fait, c'est que je mets des fragments de météorites, puisque c'est ce que j'ai le plus, et ça me permet d'avoir soit des os de dragon, d'ailleurs je pourrais mettre les deux, enfin météorites et os de dragon, mais pour l'instant je mets que météorites, et ça me permet aussi, mine de rien, non seulement de faire beaucoup d'alkekla, mais également de faire des pépites d'oricalque. Et ça pour le coup, les pépites d'oricalque, alors moi j'en ai quand même pas mal en stock, mais c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, les pépites d'oricalque, et dont on manque, puisque c'est ce qui sert pour faire notamment les tornades. Donc c'est aussi sympa, mine de rien, vous avez un niveau qui vous permet de fabriquer des pépites, et ça c'est en général quelque chose dont, alors moi je dois être plutôt économe sur les tornades je suppose, mais en général c'est quelque chose dont beaucoup de joueurs manquent, et moi j'essaie de maintenir à peu près un stock à 400, mais voilà, vous pouvez aussi les fabriquer, donc c'est un niveau qui est non seulement intéressant, le 9A, pour les alkekla, mais ça vous permet aussi d'avoir des pépites d'oricalque. Donc ça, je ne peux que vous le conseiller, je trouve que c'est un niveau vraiment très intéressant, sachant que les fragments de météorites, je sais plus à quoi ça sert exactement. Il me semble que ça doit être pourquoi. Non, ça c'est des os de dragon. Les os de dragon, ça sert à quoi? Ah ben voilà, ça sert à faire des super potions de mana, perso j'en fais pas. J'en utilise pas, j'utilise soit des petites, soit des moyennes. Ça va vous permettre de faire quoi? Ah ben non, ça c'est bon, alors ça clairement c'est pas à faire, les super potions de soins. Utilisez surtout pas vos pépites là-dessus, hein. Bah voilà, et après peut-être le dernier que j'ai pas fait, peut-être pour les parchemins miracles, je sais pas, ça j'en ai pas fait parce que j'en ai utilisé une fois pour l'instant, et j'en ai 67 en stock, donc voilà. Et grosso modo, grâce à ça, alors je vous mettrai le fichier, hein, parce que là je vous en parle, mais vous ce qui va vous intéresser c'est de voir aussi par rapport à vous ce que vous souhaitez faire, mais moi concrètement, en faisant le 1A, qui encore une fois n'est pas du tout optimisé niveau alkekla, mais moi m'est utile au niveau des objets qu'on récupère, en faisant le 8B, qui m'est pas utile au niveau des objets de combat, même si ça me permet mine de rien, ça vous permet de choper des objets de combat 4 étoiles, c'est-à-dire que ça va vous permettre de choper... Tac. Ça vous permet de choper des attaques de dragon, des tornades aussi. Des tornades, ouais, il me semble. Je dis peut-être des bêtises. Peut-être même direct des tornades, ouais. Attendez, hop. Master pour ça, c'est juste génial. Notamment, il y a ce tableau-là qui est extrêmement utile parce qu'il est extrêmement visuel. Moi, je vous ai mis des mots, mais les images, ça parle beaucoup plus. Donc, vous voyez, le 8B vous permet, donc moi je mets des parchemins de résurrection encore une fois que je n'utilise pas, et ça vous permet d'avoir soit des arrêts du temps, donc ça pour le coup c'est quelque chose qu'on utilise, des attaques de dragon, ça encore une fois c'est utile, bon les super potions de soins ou de mana ça j'en utilise pas trop mais bon ça sert toujours, ça peut vous faire avoir directement des tornades aussi, donc ça c'est pas mal, et des parchemins miracles, bon ça encore une fois j'en utilise pas trop, mais voilà, ça vous permet aussi mine de rien d'avoir des objets intéressants. Mais bon, pour le coup, moi je l'utilise essentiellement pour l'intérêt que j'en trouve au niveau des alkekla, puisque... Ah mince, mon fichier s'est fermé. Puisque moi, en faisant le 1A, en faisant le 8B et en faisant le 9A, évidemment en non-stop, et de manière, de manière continue et parallèle, ça me permet en fait d'avoir 1000 alkekla tous les 5 jours. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les 5 jours, je peux soit avoir 30 emblèmes, donc ça c'est quand même, moi, enfin, je suis ultra fan des emblèmes, soit ça vous permet, mais ça c'est beaucoup plus rare, je crois que pour l'instant j'en ai peut-être eu 1 ou 2 fois il me semble, ça vous permet éventuellement d'avoir un objet d'évolution 4 étoiles. Bon, c'est-à-dire, vous pouvez avoir une lame de Damas, vous pouvez avoir un onguent, etc., etc., ceux évidemment dont on a toujours besoin.
un petit peu moins quand on est free-to-play, mais malgré tout, c'est quand même utile. Donc, encore une fois, très intéressant le laboratoire, je ne peux que vous inviter à le faire pour les emblèmes, pour les matériaux, etc. Moi, je trouve que c'est que... Enfin, ça vous permet d'avoir des objets utiles, ça vous permet d'avoir des emblèmes, enfin, c'est... Voilà. Par contre, c'est effectivement assez coûteux en jambon, donc il faut, encore une fois, c'est vraiment le jambon, c'est le nerf de la guerre, mais c'est très très utile, le labo à ce niveau-là, c'est un bâtiment pour moi à monter clairement en priorité. Sinon, on m'a posé une question en commentaire sur la caserne. On m'a demandé en fait, est-ce qu'il fallait monter la caserne à fond et ensuite monter ses troupes. Moi en fait, ce que j'ai fait, c'est... Alors, attendez. C'est qu'en fait, je la monte au fur et à mesure de mes besoins. D'ailleurs, là, j'ai besoin actuellement de la monter pour pouvoir passer mes troupes à 25, vous voyez, je les ai là, prêtes à monter, mais pour l'instant, je peux pas, parce qu'en fait, ma caserne n'est pas suffisamment montée. Moi, ce que je vous recommande, en fait, c'est de monter votre caserne au fur et à mesure de vos besoins. C'est-à-dire que quand vous voyez que vos troupes arrivent, là, moi, je me suis pas prise suffisamment à l'avance, puis surtout, j'ai envie de lancer le niveau 10 de l'académie, donc pour l'instant, je fais ça. En fait, quand vous voyez que vos troupes commencent à arriver au niveau limite de la caserne, bah, vous la montez. Étant précisé qu'il faut faire attention avec la caserne, il faut essayer de viser, notamment pour la montée, entre deux voies du courage, puisque la voie du courage, encore une fois, de temps en temps, il y a un des défis quotidiens qui est de monter des troupes. Donc si votre caserne est en construction à ce moment-là, bah, par définition, vous ne pourrez pas faire ce défi quotidien-là. Donc n'hésitez pas, par exemple, si vous voyez que vos troupes arrivent au niveau limite, que vous pouvez les monter au niveau de l'académie, par exemple moi, voilà, c'est le niveau 25, et bien n'hésitez pas, à la fin du POV qui arrive, à monter votre caserne, à essayer de viser, on va dire, pour que vous ayez un maçon disponible à ce moment-là, ça demande un petit peu d'anticiper les choses, pour monter votre caserne. Mais c'est pas la peine de monter sa caserne à 10 immédiatement, alors que vous avez des troupes niveau 5. Honnêtement, ça vous servira pas à grand chose, parce qu'avant de monter vos troupes à 30, vous avez un long chemin à faire. Donc, encore une fois, adaptez vos besoins, ça sert à rien de faire des bâtiments trop en avance, mieux vaut monter les bâtiments qui vous seront immédiatement utiles, plutôt que de monter des bâtiments qui vous seront utiles dans un an. Hein. Donc voilà. Bah écoutez, qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Bon bah les stockages c'est pareil, les stockages vous allez les monter au fur et à mesure de vos besoins pour les bâtiments. Rapidement, bon, pour les bâtiments avancés, de toute façon il va falloir que vous ayez des stockages de fer plein. Voilà, donc ça. J'aime bien personnellement, quand vous commencez, monter, comment ça s'appelle ça? C'est la tour de guet? Ouais c'est ça. Monter la tour de guet, pourquoi? Parce que mine de rien, la tour de guet, ça vous permet à la fois de faire du jambon et du fer, donc c'est un peu double usage. C'est pas comme une ferme qui va faire que du fer ou que du jambon, ça vous permet de faire les deux, donc je trouve ça plutôt pas mal. Après, les maisons, clairement, je trouve que c'est pas le plus utile. Moi, à un moment, ça m'a été utile, notamment la maison avancée, parce que la maison avancée, la particularité, c'est que ça vous permet... Tac... Voilà. Ça vous permet, en fait, les maisons avancées, de produire des recrues. Hein. Donc, par exemple, moi, là, je suis au niveau 7 de ma maison, et au niveau 7 de ma maison, je produis 4 recrues par heure, donc ça veut dire x 24. Donc, si je dis pas de bêtises, ça doit me faire 96 recrues par jour. Donc ça, moi, à un moment, je manquais de recrues, par exemple. Bon, actuellement, honnêtement, c'est une plaie. Les recrues, j'en ai trop, j'en veux plus. Et quoi que vous fassiez, vous en avez, parce que quand vous faites des niveaux, ben voilà. Donc actuellement, ça ne me sert plus. Donc je ne montrerai clairement pas ma maison au niveau supérieur, surtout qu'en plus, là, vous voyez, je suis en train de les monter parce que j'ai besoin de stockage. Sauf que clairement, je vais pas monter ma maison avancée, parce que pour l'améliorer, ça me permet d'avoir 8 héros en plus, sauf qu'il me faut 6 jours et 21 heures pour ça. Alors que, par exemple, celle-ci, en 18 heures, je peux avoir 4 héros de plus. Donc voilà, c'est pas très intéressant à monter non plus au niveau du stockage, parce que ça prend trop de temps. Donc à un moment, vous verrez que les maisons avancées, enfin moi en tout cas je me souviens que je m'étais dit « Waouh, c'est génial, j'ai besoin de recrues ». Parce que justement, je suis dans une phase d'expansion, donc je fabriquais beaucoup de héros tous les jours, et j'en avais pas assez, parce qu'au fur et à mesure, vous allez commencer à stocker au fur et à mesure que vous farmez sur Atlantide. Donc j'en avais vraiment beaucoup besoin, donc ça a été génial, et puis après par contre, clairement ça devient totalement inutile. Vos maisons, pareil, ça sert à rien de les monter... moi, par exemple, j'en ai monté une à 19 à l'époque, parce que je pensais que je voulais faire 2 maisons avancées. Je me suis dit, ouais, super, je peux faire 2 maisons avancées, je vais produire un max de recrues toutes les heures. Sauf qu'en fait, des maisons avancées, vous pourrez en avoir qu'une seule, hein, donc ça ne sert à rien. Montez-les, encore une fois, au fur et à mesure de vos besoins. Ayez suffisamment de capacité de stockage de recrues pour pas que vous soyez embêtés à devoir, grosso modo, vider votre stock de recrues dans vos camps toutes les 2 minutes, parce que ça, c'est extrêmement c'est embêtant, notamment quand vous farmez sur Atlantide, de vous interrompre toutes les 2 minutes pour vider vos stocks.
Donc ayez un stock un petit peu confortable. Moi j'étais à 270, qui était plus que largement suffisant. Là maintenant il faut que je passe à 300, mais ça c'est pour l'académie. Mais voilà, les maisons, ne les avancez pas plus que ça, honnêtement, c'est pas là où vous en aurez le plus besoin. Faites éventuellement une maison avancée si vous avez besoin de recrues, si vous êtes dans une phase où vous êtes en manque de recrues. Sinon les autres, honnêtement, c'est pas la peine de les monter plus que ça. Soyez juste suffisamment confortable pour que vous puissiez jouer sans avoir toutes les 2 minutes à vider votre stock. Et les fermes, là, encore une fois, je pense que ça dépend énormément de sa façon de jouer. Moi, actuellement, je suis pourtant, vous voyez, je suis pas super large en jambon, mais au final, je monte pas de héros, donc c'est facile pour moi de ne pas avoir énormément de besoin de jambon. J'alimente plutôt mes camps, et puis là, maintenant, je vais commencer à stocker un peu plus sévèrement dans le labo d'alchimie aussi mon jambon. Mais par contre, c'est sûr que lorsque vous êtes notamment en pay to win ou dans une phase d'expansion free to play, ben, vous allez avoir besoin de beaucoup de jambon, donc peut-être que c'est plus intéressant de les monter davantage. Moi j'ai fait le choix, parce qu'encore une fois, quand on n'a qu'un seul maçon, on est obligé de prioriser. Moi j'ai fait le choix de faire le laboratoire et de faire l'académie. Et après, le pavillon de chasse, ça c'était pour le côté un petit peu esprit d'équipe pour les titans mythiques. Mais voilà, il faut faire des choix en fait quand on est free to play, et notamment essayer de viser les quick wins qui ne demandent pas trop de temps et vous permet d'avoir un gain immédiat intéressant. Voilà. Et après, vous visez sur le plus long terme. Vous voyez, c'est pour ça que moi, l'académie niveau 10, j'aurais pu, si par exemple j'avais pas fait mon laboratoire d'alchimie, honnêtement, je pense que j'y serais déjà à l'académie niveau 10, j'aurais déjà lancé des recherches. Sauf que ça va me prendre des mois en fait avant d'avoir un héros intéressant à utiliser. Et ben moi pendant ce temps-là, mine de rien, je fabrique beaucoup d'emblèmes. Pendant toute cette période-là, où j'aurais rien fait grosso modo, puisque j'aurais juste lancé des recherches qui auraient été potentiellement très vraisemblablement infructueuses pendant plusieurs mois, moi ce temps-là, je l'ai rentabilisé à faire beaucoup d'emblèmes qui me permettent du coup d'avoir des équipes qui sont, j'arrive à avoir des monos avec par exemple 3-5 étoiles, ou 4-5 étoiles qui sont à 4004, 4003, 4004 grâce aux emblèmes. Parce que j'ai pas des équipes full 5 étoiles par exemple. Donc voilà, donc c'est pour ça que, encore une fois, en free-to-play, il faut essayer d'anticiper déjà les choses et de viser les quick wins, les choses rentables et rapides, et les choses à plus long terme, les anticiper, et après vous les faites dans un deuxième temps. Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire, j'espère que j'ai à peu près parlé de tout. Encore une fois, c'est une vidéo plutôt axée free-to-play, mais bon voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais sur 2-3 choses pour les pay-to-win. N'hésitez pas en commentaire éventuellement à me dire, bah oui, ben moi par exemple en pay-to-win ça marche pas du tout comme ça parce que telle chose ou telle autre. Encore une fois, la théorie c'est une chose, on peut essayer de théoriser plein de choses, tant qu'on n'a pas testé, tant qu'on n'est pas dedans, on s'aperçoit pas forcément de tout. Donc voilà, moi c'est surtout mon expérience en tant que free-to-play. J'espère que ça vous aura été utile et je vous souhaite une bonne journée. Ciao les amis!